officiel des autres radios. Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Universcience, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous une fois encore pour suivre l'évolution scientifique au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Marie-Eloge Akodjetin. Il est maître de conférence des universités CAMES, enseignant de philosophie analytique et logique formelle. Bonsoir docteur. Bonsoir chers journalistes. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors avec vous, nous parlerons aujourd'hui de la valorisation des cultures et traditions africaines. Par quelle action valoriser la culture? Déjà qu'on sait que la jeune génération abandonne petit à petit ou bien a déjà abandonné complètement sa culture. Ensemble avec vous, on verra par quels moyens valoriser cette culture pour que les jeunes puissent revenir à la source. On va aborder la question, mais avant, nous allons retrouver Maxime Noukoué qui est déjà avec nous. Bonsoir Maxime. Elvis Nyakadia, bonsoir. Alors nous parlons de la culture, donc c'est Mbiti Noukoué. Voilà, nous allons suivre avec vous d'abord avant d'aller au fond de cette émission. Nous allons suivre l'actualité scientifique un peu partout dans le monde avec vous. Merci Elvis. Alors on démarre cette randonnée informative avec des informations en médecine. Futura Santé nous apprend que l'autisme sera bientôt détecté grâce à une application simple et efficace. C'est depuis une dizaine d'années que les chercheurs ont démontré que l'analyse des mouvements des yeux permettait de détecter certains troubles neurocognitifs. Partant de ce constat, une start-up lyonnaise a conçu une application simple, peu coûteuse pour l'usage des professionnels et à la portée des médecins de famille qu'elle espère commercialiser d'ici 2020. Actuellement, il n'existe pas de marqueur. De marqueur et l'objectif est simple pour mesurer le fonctionnement neurocognitif en pratique médicale courante, comme on peut le faire un thermomètre pour l'hypertension, explique la start-up. Toujours en médecine, un test urinaire a été développé par des scientifiques anglais pour simplifier le dépistage du cancer de la prostate. Avec cette nouvelle technologie, les hommes n'auront qu'à envoyer leur urine du matin par la poste pour analyse. Les scientifiques espèrent que le kit sera disponible d'ici 5 ans dans les hôpitaux. Selon l'Institut national du cancer INCA, le cancer de la prostate est le premier cancer masculin suivi des cancers colorectaux et du poumon. Plus de 8000 personnes sont mortes en 2015, surtout des hommes de plus de 75 ans. Finissons Elvis cette randonnée informative par une information zoologique. Une étude a été réalisée en collaboration avec des paléontologues argentins et de l'université de La Belta qui ont démontré l'évolution des serpents à partir de l'os de la joue d'un serpent primitif. Les chercheurs ont examiné le fossile remarquable bien conservé d'un Nadia rioningra, un serpent muni de pattes postérieures trouvé en Argentine. L'étude révèle qu'il y a environ 100 millions d'années, ces serpents avaient un os de la joue appelé os malaire, qu'on ne retrouve plus chez leurs descendants modernes. Pendant des décennies, le nombre limité de fossiles a empêché les paléontologues de bien comprendre l'évolution. Elvis, ce sera tout pour ces informations.
scientifique. Merci à vous, Tembiti. Vous restez avec nous pour cette émission. Et comme je le disais, nous parlerons de la valorisation des cultures et traditions africaines. Nous sommes déjà avec le docteur Eloge. Il est en studio avec nous, docteur. Alors, je suis à vous. Comme on le dit souvent, on parle de culture, on parle de tradition. Nous allons permettre aux auditeurs de comprendre un peu, de connaître, pourquoi pas, ce qu'on entend réellement par culture et tradition. Alors, qu'entendre d'abord par culture? Merci, monsieur le journaliste. Le thème que vous évoquez là est un thème avec une charge sémantique très grande et très diversifiée. Lorsque nous parlons de culture, nous pouvons proposer plusieurs définitions. Et je souhaite pouvoir faire en sorte que nos auditeurs ne s'embrouillent pas, mais qu'ils comprennent davantage, parce que au fur et à mesure que je vais proposer les définitions, intervenant des nuances qui sont importantes. Ce sont des détails, mais la nuance se trouve là, et la caractéristique de ce concept-là se trouve à ce niveau-là. Effectivement. Alors, je voudrais, d'entrée de jeu, souligner un aspect que nous colportons par abus de langage. Et puis, généralement, par abus de langage, on utilise souvent le mot culture, voyez-vous, pour désigner presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes, et en particulier dans le domaine des arts et des lettres. Mais pour bien camper le concept, je voudrais donner une explication à la fois philosophique, sociologique, avant de terminer par la définition que l'UNESCO donne de ce concept de culture. D'accord. Alors, en philosophie, le mot culture, et là tout le monde le sait plus ou moins, désigne ce qui est différent de la nature, voyez-vous, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'acquis et non pas de l'inné. La culture a longtemps été considérée comme un trait caractéristique de l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on le distingue des animaux, même si aujourd'hui il y a eu polémique autour, et jusqu'à parler même de culture animale. Mais elle reste l'un des traits caractéristiques de l'humanité, le distinguant cette humanité donc des animaux. En sociologie, qu'est-ce que la culture? La culture est souvent définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus. Et je vais beaucoup revenir sur cette définition-là. Ce qui est commun à un groupe d'individus est comme ce qui le soude. Voyez-vous? Ainsi, pour une institution internationale comme l'UNESCO, comment définir la culture? L'UNESCO préfère le sens le plus large de la culture, qu'elle définit comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels. Je dis bien spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. À cet effet, elle englobe en outre les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc, quand nous parlons de culture, je ne sais pas si on peut imaginer quelque chose qui serait propre à l'homme et qui ne pourrait pas être englobé dans le concept de culture. Je me résume en disant que c'est l'ensemble à la fois des traits matériels, spirituels, affectifs et intellectuels qui caractérisent un homme, sachant que celui-ci est immergé dans un groupe social, dans une société, et vit avec ce groupe-là. Je m'en arrête là. Maintenant, c'est quoi la tradition? De façon succincte, la tradition, c'est l'esprit que véhicule toute culture et qui se transmet de génération en génération. C'est ça la tradition. Tradere en latin signifie porter vers. Donc, ce qui reste de la culture et qui passe d'une génération à une autre, comme ensemble des traits caractéristiques, sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, donc des croyances, ce qui va traverser les âges, le temps et l'espace, c'est ça qui restera et c'est ça qu'on va qualifier de tradition. Donc il n'y a pas de tradition sans culture. C'est ce qui est véhiculé par la culture
qu'on qualifie de tradition. Donc en réalité, on dit souvent que la tradition perdue, donc c'est ce qui se fait dans la culture et qui est désormais la tradition. Ce qui demeure. Okay. Ce qui demeure comme le point convergent, comme le point commun, le ce sans quoi la culture n'existerait pas et qui passerait de génération en génération, ce qui ferait que des enfants d'une même lignée parentale, vous avez connu leur arrière-grand-père il y a 100 ans, vous avez connu leur grand-père il y a 50 ans, les fils sont là aujourd'hui, les petits-fils, vous les voyez, ce qui va rester comme le fil conducteur qui passera de cette génération d'il y a 100 ans jusqu'à nous aujourd'hui, comme ensemble des valeurs, ensemble de ceci, c'est ça qui reste comme tradition. Alors, vous avez dit dans les deux définitions, par exemple, si je prends la culture, on sait que la culture est souvent, souvent entre plusieurs personnes, une société comme on l'a dit. Mais les traditions, on retrouve souvent dans les familles, les traditions sont plus spécifiques. On dit souvent que voilà, telle famille a ses traditions, telle ethnie a ses traditions, mais la culture, elle est souvent généralisée, elle est ouverte à tous. Mais les traditions, moi je trouve que les traditions sont spécifiques à chaque fois. Oui, la culture est à la fois à la dimension macro et micro. Dimension micro, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs, des artefacts, des institutions et des normes auxquelles se soumet une famille reste l'essentiel de la culture. Mais au plan macro, c'est la société qui fait sa culture. C'est la façon de vivre, de penser, d'ordonner les choses, de s'organiser, de se réjouir. C'est tout ce que l'homme façonne avec son vis-à-vis, avec son partenaire, qui est qui vit dans le même espace social que lui, qui a les mêmes tendances que lui. C'est tout cela que nous regardons comme culture. Donc, un seul homme ne peut pas faire la culture. C'est le vivre ensemble. La résultante du vivre ensemble, c'est l'ensemble des modus vivendi qui constitue la culture d'un peuple. Et donc, le peuple est présent parce qu'il y a un ensemble d'individus. Maintenant, la famille est le petit noyau de cette société-là. Donc, si vous parlez de tradition, c'est peut-être réducteur au niveau de la famille. Non, la tradition se trouve aussi au niveau de la culture. Parce que la famille est l'un des plus petits noyaux de la culture. Et donc, peut-être que l'accent est beaucoup plus mis parce que papa va insister, maman va insister, les grands-parents vont insister, on va croire que c'est le propre de la famille. Non, c'est le propre de la grande société ou du grand espace géographique dans lequel s'est confiné l'ensemble de ces familles-là, qui fait que vous dites que non, c'est le propre de la famille. Mais en réalité, c'est le propre de la société. D'accord. Alors, nous parlons de culture. On est au Bénin. On sait qu'on a, si je peux le dire, si ce n'est pas abus de langage, qu'on a assez de culture. On a plusieurs cultures. Je ne sais pas si on peut quantifier la culture que nous avons au Bénin. On a combien? Si je rejoins je retourne à la définition que j'ai donnée plus haut pour dire que c'est l'ensemble des traits caractéristiques de tel espace géographique où vivent des individus qui ont un héritage en commun ou qui ont un objectif en commun, etc. Si je m'en tiens à ces différents éléments-là, je peux dire, le peuple, la République du Bénin est une mosaïque de culture. C'est une mosaïque de culture. Parce que, regardez, partout où nous avons connu des groupes sociaux qui aujourd'hui se réclament être, par exemple, Adja, être Fon, être Goun, être Tori, être Pla, être Tchabé, être etc., sont autant de sociétés qui autrefois étaient constituées autour d'un même objectif, qui tendaient à penser de la même manière, qui avaient leur façon propre d'agir, de manger, qui avaient leur alimentation, donc qui avaient leur organisation sociétale. Tous ces traits-là étaient la finalité des hommes qui vivaient sur un espace géographique donné. Donc, si on regarde aujourd'hui la nation béninoise, qui est un conglomérat de nations, je veux dire, si on regarde la République du Bénin, qui est un conglomérat de nations, on peut donc dire que le Bénin est une mosaïque de culture. Et je viens de vous en donner quelques exemples. Les Goun, les Fon, les Adja, les Batonou, etc. C'est autant de cultures parce que c'est des peuples réunis sur un espace géographique donné qui avaient un objectif déterminé et qui ont travaillé à créer ensemble
une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'être, de s'organiser, de prier ou d'adorer Dieu, etc., etc. Et si on devait réduire, si je peux le dire ainsi, bien résumer le nombre de... vous avez dit qu'on a une mosaïque de cultures. Si on devait résumer ou bien réduire cette culture, on peut dire par exemple que nous avons ceux du Nord, qui ont souvent des langues similaires, qui arrivent à s'entendre, ceux du Sud ou bien ceux du Centre également qui arrivent à s'entendre, et ceux du Sud aussi qui peuvent former une culture et qui arrivent à souvent s'entendre, parce que souvent quand vous prenez le Bénin, il y a ce dispatching là qu'on fait souvent. Oui, ce serait un essai hasardeux. Pour des spécialistes, s'essayer comme cela, ça va être des lieux de clivage assez graves. D'accord. Oui, il faut respecter chaque peuple dans sa détermination, chaque peuple dans sa spécificité. Ceci dit, on peut quand même camper et en se basant sur l'élément langue, on peut camper, comme l'a fait la politique linguistique au Bénin, essayer de retrouver 3 grands groupes. Il y a le groupe Gou qui partage massivement le nord, il y a le groupe Édé qui partage massivement le centre du Bénin, et il y a le groupe B qui partage massivement le centre. Entendu qu'il peut y avoir quelques poches d'un groupe dans un autre groupe. Voyez-vous? Donc, en retenant que l'élément de la langue, voilà, on peut dire qu'il y a 3 groupes. Mais si je retiens l'élément des croyances, il y en aura plusieurs. Et on peut retenir encore d'autres éléments, voyez-vous. Donc, c'est cela la véritable question. Donc, le problème de la culture, c'est un problème assez délicat. C'est que nous manipulons, mais tout y est comme le lieu de la création de l'humanité, mais tout y est également comme le lieu de toutes les tensions et, voilà, et de tout ce qui peut arriver de dangereux, de grave pour nous. Effectivement, docteur, vous avez parlé tout de suite de 3 groupes, le groupe GO, le groupe EDE et le groupe B. Je voudrais simplement vous demander si, à cause de cette multitude ou à cause de comment dirais-je, ce grand nombre de disparités entre les cultures, si ça ne pose pas un problème parmi la cohabitation de ces individus-là ou de ces sociétés-là. Je crois que quand nous remontons à Rousseau, qui a beaucoup écrit sur la capacité qu'a l'homme de se mettre en société, contractualiste, il faut créer le pacte, etc. Je crois que nous avons souvent compris que la société est première à l'individu. Et quand il va jusqu'à dire même que la société est nature pour l'homme. C'est pour dire quoi? L'homme naît en société. Et j'imagine mal un enfant naître en dehors de la société. Il naît, il vit même dans la société. Et il meurt dans la société. Voilà. Voyez-vous. Et l'expérience des enfants sauvages de Lucien Malson l'a suffisamment montré. Voyez-vous. Un enfant coupé très tôt de la société, et il n'arrive pas à acquérir, voilà, voyez-vous, les traits communs que tout humain devrait développer. Savoir lire, savoir écrire, parler une langue correcte, articuler, manger avec sa main, etc., etc. Donc, la culture est là comme l'enveloppe globale. Maintenant, c'est de la volonté de l'homme de se mettre en société, d'accord? Mais dès lors qu'il s'est mis en société, il n'est plus libre. C'est-à-dire que quand je suis en société, je suis obligé de me conformer. Je sacrifie une partie de moi-même. Je sacrifie une partie de mes désirs, voyez-vous, de mes désiderata, pour que la vie, le vivre ensemble, soit une réalité. Ceci étant, aucune société ne s'est jamais constituée pour se faire la guerre. C'est pour se protéger, c'est pour avoir la sécurité, c'est pour avoir la protection, c'est pour bénéficier des compétences des uns des autres que les hommes se mettent en société. Donc la société n'a pas été créée pour que les hommes se fassent la guerre. Mais maintenant, dès lors que chaque société se fait, ce qu'on remarque, c'est que chaque société veut marquer son identité. Et c'est dans le désir de marquer son identité qu'elle pense qu'elle ne peut se poser face à une autre société qu'en s'opposant. C'est un clivage. Ce n'est pas l'ordre normal des choses. Nous constatons, nous prenons acte que pour que j'existe, je constate qu'il faut que l'autre disparaisse. Mais ce n'est pas que la seule façon d'être. Je peux exister, arracher son territoire. Exactement. Voilà, je peux exister et l'autre également peut exister. Voilà pourquoi les cultures actuelles doivent travailler
à un vivre ensemble qui dépasse les confins justes de leur propre culture. Et je peux vous donner l'exemple de vos amphithéâtres. Vous voyez, chacun vient d'une culture différente. Parce qu'il y a un même objectif qui nous attend. Quand vous vous inscrivez, chacun vient, le Berba vient, le Titamari vient, le Goun vient, le Fon vient, l'Adja vient. Et là, rester ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Chacun va être obligé spontanément de se dessaisir d'un certain nombre de pratiques propres à sa culture, propres à son peuple, pour que un vivre ensemble puisse se faire. Parce que maintenant, l'objectif qui est défini, l'objectif qui est posé est différent de ce que leur culture avait servi jusque-là. Et donc, va naître une nouvelle culture pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise. Voilà un peu comment le phénomène se passe. Et ce qui fait que désormais, la culture n'est plus figée, elle devient dynamique. Donc en fait, comme vous l'avez dit, la culture, elle est l'élément fondateur vraiment de la société, mais également peut détruire. Je prends l'exemple de l'histoire du Bénin. On sait que l'histoire du Bénin, c'est ça les séquelles de l'histoire du Bénin continuent jusqu'à aujourd'hui d'agir sur notre société. Ce qui fait que même si vous allez au nord, pourquoi pas au sud, mais vous restez au sud, vous posez des questions sur la perception de l'autre, de l'autre côté. Ils vont vous dire des choses qui vont vous étonner. Vous allez vous demander si ces personnes sont tous dans le même pays. Et donc, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut... Mais avant de revenir sur ça, on en parlera dans les solutions. J'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce qui est à la base de ce rejet-là de la culture par la jeune génération? Le rejet de la culture par la jeune génération dépend de cette génération-là en même temps que cela lui échappe. Voyez-vous, et ce que j'ai dit tout à l'heure, les éléments que j'ai cités, il faut bien en prendre conscience. Il faut que je prenne conscience que je viens de quelque part, qu'il y a un objectif que nous visons ensemble, qu'il y a des moyens qui sont proposés. J'accepte de prendre ces moyens-là. Qu'il y a un langage que nous prenons, j'accepte d'emprunter ce langage-là. Donc, cette volonté-là, si elle n'est pas manifeste, le projet tombe. Or, qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Elle trouve que c'est trop exigeant de s'inscrire à l'école de ces exigences. C'est de là que vient la désaffection dont vous parlez. Si la génération délaisse ou donne l'impression de délaisser un temps soit peu, parfois c'est à son corps défendant. Elle aurait bien aimé être imprégnée de facto. Or, ce n'est pas ça la culture. Il faut y partir, il faut rentrer dedans de l'intérieur, la travailler pour se laisser modeler. Cela arrache des cris, cela arrache des douleurs, cela appelle des sacrifices que la jeune génération n'est pas prête à donner, auquel la jeune génération n'est pas prête à consentir. Maintenant, il y a des préjugés raciaux qui ont été fortement alimentés et dans lesquels tombe cette jeune génération-là et qui voit que c'est le chemin de la facilité, elle l'emprunte très vite. C'est très vite, plutôt qu'un jeune fasse l'effort de respecter toutes les personnes qu'il rencontre. C'est très vite qu'on lui dise que, bon, écoutez, parmi les 100 personnes que tu rencontres dans la journée, il y a 50 que tu peux ne pas respecter parce que c'est des Fulani, parce que c'est des Adja, parce que c'est des Fonds, parce que c'est des Goun, et non d'Obonon, Lobonon, parce qu'ils sont beaux parleurs, mais ils ne font rien de sérieux. C'est très facile. Et là, le jeune va emprunter le chemin de la facilité. En partie, et puis voilà, même sans maîtriser l'histoire. Exactement. Donc c'est pourquoi il dit que ça dépend à la fois de la jeune génération, et en même temps que cela lui échappe. Mais maintenant, quand on a été à l'école, le lieu de l'éducation par excellence. On n'a pas abordé la culture. C'est tout ce que nous faisons à l'école, c'est la culture. Cela relève de la culture. Relève de la culture. L'éducation, c'est la culture. L'éducation, dites-moi dans quel département vous ne prenez pas l'instruction. L'instruction fait partie de la culture. J'ai parlé en citant en convoquant donc la définition de l'UNESCO, j'ai dit que c'est l'ensemble des traits, en dehors donc des lettres, des arts, des pratiques, etc., etc. Mais tout ça fait partie de la culture, même les croyances. Parce que quand on se réfère au terme culture de son étymologie latine, c'est colo, colis, colire, cole, colotum. Coli, cultum, pardon. Le cultum, duquel a été composé le mot culture, c'est ce même cultum qui donne le mot culte. Donc, il parle de culture, parle de culte. Et culte, ça veut dire croyance. C'est l'ensemble, donc, des manifestations que les hommes accomplissent justement pour adorer. Vous avez parlé tout de suite des préjugés raciaux qui ont émergé.
Et je voulais vous demander si ces préjugés raciaux n'existaient pas depuis le temps de nos ancêtres. Est-ce que c'est nouveau? Puisque au moment des royaumes, il y a eu des guerres tribales entre les peuples. Est-ce que ce n'est pas depuis l'ancien temps que ça existait? Oui, quelque chose peut exister depuis l'ancien temps. Et la prise de conscience qu'on en a aujourd'hui peut faire que, écoutez, la notion que nous avons des droits de l'homme au XXIe siècle, ce n'est pas cette notion que nos parents avaient en 1900, au XIIIe siècle, par exemple. Vous voyez avec moi? Donc, ne me dites pas de dédouaner une génération du XXIe siècle ou bien à lire les faits et les gestes de cette génération avec la même loupe que je lirais les faits et les générations de nos grands-parents qui ne savaient rien de rien. Donc, l'instruction et l'éducation que nous avons reçue devraient nous aguerrir et nous garder hors de ces préjugés. Mais qu'est-ce que nous constatons? J'ai dit c'est la voie de la facilité. On préfère garder ces préjugés-là. On préfère en faire sa propre culture plutôt que d'aller vers... Écoutez, lorsque nous parlons de la culture, il n'y a pas 36 000 choses. La culture renferme 4 composantes. Et ça, c'est connu. Et si on veut tenter donc de perdurer une culture, ou si on veut continuer à développer une culture, s'il faut insister sur ces 4 choses-là, ce sont les valeurs, les valeurs de la culture. Ensuite, les normes que la culture véhicule. En troisième lieu, les institutions mises en place par cette culture-là. Et le 4e élément, ce sont les artefacts. Ces 4 éléments-là, voilà ce qu'on recherche dans toute culture. Et quand nous prenons, si j'avais le temps, je revenais sur chacune de ces... Quand nous parlons des valeurs, écoutez, c'est ce que la raison, la morale appuyée sur la raison donne. Voilà. L'ensemble des règles. Le matin, tu salues tes parents, tu apportes respect et estime à toute personne âgée que tu rencontres dans la rue. C'est comme la justice. Exactement. Tu respectes le bien qui appartient à la communauté. Voilà. Le bien qu'on a mis à ta disposition, tu en uses parce que d'autres après toi vont en user, etc., etc. Ça, c'est des valeurs que la culture peut véhiculer. Et là, c'est propre à tous les peuples. Oui. Quand nous parlons des normes, c'est pareil. Je peux encore donner des exemples. Quand nous parlons, là, par exemple, des institutions. Mais écoutez, nous n'avons pas attendu l'arrivée du blanc. Pour avoir une organisation sociétale, dans l'imaginaire collectif du royaume d'Aboyo, c'est bien connu. Nous couillons toroté, nous couillons toroté, vous toroté, dans Romain Toko Badea. Les 3 instances se tiennent pour que l'espace géographique et historique qu'est le Dahomey tienne. Ou encore, je peux vous citer cette 2e maxime. Nous torotéo, mais à l'Iklando. Nous carotéo, lorsque l'instance du pays tient, c'est parce que des chemins mènent dans les enclos parentaux différents. Et si les enclos parentaux tiennent, c'est parce que les chemins mènent vers les cases différentes. Il y a encore la famille. Ce sont des maximes très fortes. C'est ça la culture. Quand bien même tout le pays entier est tombé en déliquescence, tant que les familles tiennent, on peut encore remonter. Et c'est cela que nous devons faire. C'est cela que les jeunes générations doivent rejeter. Quand je prends mes étudiants, je donne des enseignements sur la culture. Culture, c'est tradition par endroit, didactique des cultures par ailleurs, ou bien je donne les langues africaines, les langues B, et j'apporte des tam-tams, les étudiants jouent, je leur montre. Je fais un cours sur la musicologie fond, la musicologie goun, yoruba, etc., etc. Je leur montre toutes les valeurs qu'ils ignorent jusque-là. Et c'est parce qu'ils sont dans cette ignorance-là qu'ils affectionnent, ils ont plutôt de la désaffection pour leur culture. Non, mais c'est pas possible. Mais est-ce que vous parlez nous parlons de culture, on sait que qui dit culture dit également croyance, parce que vous venez de le dire, la croyance également fait partie de notre culture. Est-ce que la croyance n'a pas joué son rôle dans ce délaissement de la culture par la génération? On sait tous l'avènement du christianisme. En temps au Bénin, il n'y avait pas le christianisme. Mais quand le christianisme est venu, beaucoup se sont penchés vers le christianisme. Ce qui fait que quand on dit culture, on pense directement à la croyance, on pense aux divinités, ce qui crée la distance ou crée ce désamour-là pour sa culture. Oui, vous constatez avec moi que c'est toujours le chemin de la facilité. Parce que nous ne pouvons pas faire le procès du christianisme aujourd'hui en oubliant tout ce que ce christianisme nous a apporté et qui a même fait que nous sommes aujourd'hui conscients des éléments de nos cultures. C'est encore ces pères missionnaires-là qui nous ont donné l'instruction.
qui nous ont orientés vers les valeurs, quelques-unes. Malheureusement, eux-mêmes, ils étaient limités. Écoutez, ils ne sont pas de notre culture. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je leur tire chapeau. Mais notre responsabilité est beaucoup plus engagée depuis que nous avons été à l'école. Depuis que nous avons été à l'école, qu'est-ce que nous avons fait? Plus que ces missionnaires-là. En leur temps, ils ont écrit des ouvrages. Ils ont laissé des récits. Ils ont rapporté des cérémonies de Kuitor, ou bien de vaudou, de sortie de vaudou, ou bien de sortie de jour. Ils nous ont laissé plein d'ouvrages en ethnologie. Mais nous, la jeune génération, que faisons-nous? Moi, je m'interpelle moi-même en même temps que je vous ce n'est pas parce qu'il y a trop d'exigences au niveau de notre culture. Parce qu'on dit souvent que si vous voulez être initié à telle chose, il y a trop d'exigences. Si vous êtes trop attaché également, c'est que vous n'êtes plus trop libre. Par exemple, on parle de liberté, telle divinité vous suit, ces histoires. Ce qui fait que parfois également la jeune génération, bien les gens ont peur de leur culture. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il faut distinguer le cultuel du culturel. D'accord. Et en faisant cette distinction-là, vous êtes agréablement surpris de constater qu'il y a tellement de bonnes choses dans la culture. Maintenant, l'effort à faire, c'est de faire la part des choses. Moi, je suis un pur produit de la culture béninoise, mais je suis chrétien catholique. Il n'y a pas de conflit, parce que j'ai résolu un certain nombre de problèmes. Voyez-vous, je ne peux pas prétendre être blanc. C'est pas possible. Je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à me tourner vers ma culture, à découvrir ses valeurs, à me les approprier et à vivre avec. C'est ce que je fais tous les jours. J'ai l'habitude de dire, je suis promoteur culturel, j'ai l'habitude de dire à tous ceux que je rencontre, à qui je donne des conseils, je dis, mais si vous voulez chanter, vous n'avez même pas besoin d'être compositeur. Retournez dans votre culture. Reprenez rien que les chansons populaires, rien que les percussions populaires, rien que les rythmes populaires. Revenez, travailler, retravailler ça, moderniser si vous voulez. J'aime pas trop le mot moderniser. Mais appropriez-vous cela et vous serez grand. Vous allez chanter toute votre carrière. Voyez-vous? Et c'est ça que tous les peuples ont fait. Lorsque la Chine est allée au contact de l'Europe, lorsque l'Inde est allée au contact de l'Europe, mais on revient investir sa propre culture. On ne revient pas pour dénier sa propre culture. Malheureusement, nous sommes dans une extraversion qui ne dit pas son nom. Nous sommes des hybrides culturellement, des hybrides culturellement. Nous sommes à l'église, nous adorons Dieu pour 30 minutes, mais nous revenons et nous reprenons notre être profond. Parce que chasser le naturel, il revient là au galop. Docteur, pour ne pas vouloir faire le procès du christianisme, comme vous l'avez dit tout de suite, est-ce que ce ne sont pas les enseignements donnés de ce côté-là, du côté du christianisme, des religions révélées, qui ont quand même poussé aujourd'hui les Africains, si je veux spécifier, à abandonner un tant soit peu leur culture? Mais dites-moi, combien de missionnaires vous trouvez encore dans les églises aujourd'hui? Mais c'est eux qui continuent de tenir ce discours-là. Pourquoi vos fils et vos grands frères et vos grands-parents qui sont devenus prêtres ne peuvent pas changer le discours et changer la vision? Et ils le font d'ailleurs parce que, écoutez, moi j'ai fait toute cette formation-là. Avant de faire la théologie pour devenir prêtre, vous faites de la philosophie. Effectivement. Et vous avez des enseignements sur la culture. On vous envoie chercher l'identité culturelle de votre famille, connaître votre filon humain, connaître vos panégyriques. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur ce chemin-là avant d'être ici. Ce qui fait que, justement, tous ces travaux que j'ai réalisés sur ma propre famille, sur ma propre culture, m'a fait davantage aimer. Non pas seulement ma culture particulière, mais toutes les cultures béninoises, parce que j'ai trouvé que c'est extraordinaire une culture. Exactement, comme vous le dites, les missionnaires ont écrit des ouvrages. Ces ouvrages sont restés et les choses s'enseignent toujours. Est-ce qu'on pourra dire qu'aujourd'hui, même s'il y a eu des recherches, est-ce que ces recherches-là viennent bannir quand même ce qui a été déjà déposé? Voilà. Écoutez, si aujourd'hui vous mourrez du paludisme, excusez-moi du peu, ce ne serait pas la faute du médecin. Si au lieu de vous faire diagnostiquer, vous restez à la maison, vous dites vous n'allez pas pour prendre la science, vous n'allez pas prendre les produits que la science a mis à notre disposition, vous mourrez. Les missionnaires ont fait ce qu'ils ont pu. C'est à nous, mais la responsabilité nous incombe. Et ce n'est pas eux qui vivent dans notre peau. Je vis dans ma peau d'Africain.
Pourquoi est-ce que je veux penser comme un Européen? Pourquoi est-ce que je veux manger comme un Européen? Je veux m'habiller comme un Européen. C'est la mondialisation. Oh là là. Mal compris, oui. Où se pose alors le problème selon vous? Non, je crois que nous n'avons plus assez de temps. Vous l'avez dit avant le début de cette émission qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de la culture parce que c'est tellement vaste qu'on doit prendre assez de temps pour décortiquer chaque problème. Nous parlons de valorisation de la culture. On a encore 10 minutes et j'aimerais vous demander directement par quelle action peut-on valoriser la culture? Merci, monsieur le journaliste. Et valoriser la culture, ça passe ou ça casse. Nous n'avons pas le choix. Parce que la culture elle-même est valeur. La culture elle-même est norme. Prenez la morale, ce qui régit une société. C'est dans la culture que vous la trouvez. Voyez-vous? Donc, ce qu'on peut faire, dans la culture, il faut distinguer le magico-sorcier. Si nous vidons la culture de ces mauvais pans, qu'on peut condamner, etc., et qu'il reste ce qui est fondamental, là, ça peut être sauvé. Ça peut être sauvé. On dit souvent en Afrique qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et on s'enorgueillit parce qu'on pense que c'est une... Mais nous sommes à plaindre. Combien de bibliothèques avons-nous pour qu'elles brûlent? Je crois plutôt que le jour où les Africains comprendront que puisque la sagesse s'acquiert au fil des années et que c'est à un âge avancé que cette sagesse-là est définitivement acquise par un homme, on devrait ménager nos ancêtres qui ont atteint un certain âge parce qu'ils ont traversé le cours de l'histoire, le cours de l'existence et qu'ils ont capitalisé un certain nombre de choses. Alors commençons déjà par reconnaître ce qu'ils ont capitalisé. Ne les laissons pas mourir avec cela. C'est déjà ça sauver la culture. Je prends l'exemple de la pharmacopée. Sur le plan de la pharmacopée, tout ce que le grand-parent a fait pour faire tenir ses enfants jusqu'à nous aujourd'hui, mais si déjà il laisse ça comme héritage à son fils, alors du coup, il faut que les gouvernants inventent un brevet. En Europe, le problème a été réglé très facilement. Dès lors que vous êtes détenteur d'un savoir, vous êtes détenteur d'un pan de la culture, d'une valeur de la culture, mais on vous célèbre. Et on dit, ce produit, c'est marque telle personne. L'État vous rachète ça. Vous donne assez d'argent pour que vous viviez paisiblement vos vieux jours. Et met cela à la disposition de la génération qui pourra continuer d'autres recherches à partir de là. Si nous commençons à faire ça, si nous commençons à reconnaître ce que les ancêtres ont fait, si nous commençons à reconnaître ce que les actuels gestionnaires, les actuels intellectuels communautaires de nos sociétés, de nos cultures ont essayé de monter, de garder comme savoir endogène, comme savoir tout court, mais nous aurons déjà sauvé la culture. Deuxième niveau de valorisation de la culture. Si vous permettez, est-ce que cela c'est encore possible aujourd'hui? Nous avons déjà quand même perdu assez de vieillards. Est-ce que l'histoire, on peut encore retrouver notre histoire, retrouver cette culture, cette histoire? J'ai donné l'exemple de l'âge, mais l'âge n'est pas que déterminant. Moi qui suis là, j'ai la cinquantaine, mais le peu que je sais de la culture, ça peut encore vous profiter, vous qui êtes là, et les gens de votre génération. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à tous les cours, à tous les enseignements où j'ai la possibilité donc de prendre la parole sur la question. Voyez-vous, je vous laisse souligner le deuxième niveau. Oui, le deuxième niveau pour sauver la culture. C'est que quand vous avez été à l'école du blanc, vous avez appris à lire, à écrire. Jusque-là, nous avons des tests oraux. La plupart de nos cultures se racontent. La plupart des valeurs de nos cultures se racontent. Je dis à mes étudiants, qu'est-ce que tu as écrit sur ta famille? Rien que les panégyriques de ta famille, mets-les pas écrits. Fais un petit carnet, distribue à tes camarades. Écris l'histoire de ton filon humain. Mes ancêtres ont quitté telle région. Ils ont parcouru tel lieu. Ils ont posé tels actes. Ils sont là. Aujourd'hui, ils sont dispersés dans les 4 coins que voici. Écris ça. L'Europe a commencé comme ça. Commençons simplement à ne plus mourir dans l'anonymat. Et en disant ce que nos ancêtres ont fait, même si c'est des récits parfois fabuleux, parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils sont descendus du ciel, etc., ils n'ont pas d'origine, écrivons-le. La raison est là pour distinguer tout cela et faire la part des choses. Donc ce deuxième niveau-là incombe à la jeune génération dont nous parlions tout à l'heure, pour qu'après avoir été à l'école du blanc, nous prenions conscience que c'est à nous maintenant à valoriser notre culture, c'est-à-dire
premier niveau, à faire connaître la culture, à faire en sorte que chacun maîtrise sa culture et après à l'enregistrer, à l'écrit. À extraire de cette culture toutes les valeurs vers lesquelles nous devons pouvoir aller pour une société où il fait bon vivre. Non pas pour chacun, pour tous. Docteur, vous venez de parler des recherches que doit mener aujourd'hui la jeunesse. Mais il se fait constater que parfois, quand on va au niveau des vieux, on remarque qu'il y a plusieurs récits. Les personnes âgées, on remarque qu'il y a plusieurs récits sur les mêmes événements. C'est-à-dire que les choses diffèrent. C'est là où votre raison est interpellée. La raison, étymologiquement, c'est la capacité donc à opérer des calculs et à produire des propositions. Mais la raison étant critique, même si on vous raconte des faussetés, 10 faussetés sur 15 vérités, la raison vous aidera un jour à faire la part des choses. Comment y arriver, parce que vous étant ignorant. Il y a les méthodes. Il y a les méthodes. Vous n'êtes pas le seul intellectuel de votre coin, de votre localité. Récoltez les récits, enregistrez les récits, transcrivez-les, faites lire par d'autres. Il y aura des éléments concordants. Vous finirez pas avec la méthode historico-critique. Je ne suis pas historien, mais je donne des cours au département je donne des cours de langue et civilisation latine au département d'histoire et d'archéologie. Mais la méthode historico-critique fait quoi? Fait que quand vous lisez un récit, quand vous lisez un texte à quelqu'un, mais il est capable de faire la part des choses. Et il y a toujours des points convergents, des points divergents qui permettent toujours, tôt ou tard, de vérifier. Et puis, vous ici, vous allez travailler en interdisciplinarité avec un autre historien de la Côte d'Ivoire, du Togo, des gens qui ont peut-être écrit sur le même royaume que vous, avant vous. La vérité finira toujours. Si nous devons nous cramponner à des difficultés que nous allons rencontrer, à la possibilité, à la capacité que nous n'avons pas de pouvoir aller tout de suite vers la vérité, jamais nous ne ferons rien. Effectivement. Alors, avant de finir, j'aimerais vous demander, est-ce que, parce que nous parlons également de langue quand on parle de culture, est-ce que vous ne pensez pas que pour également sauver la culture au Bénin, on ne va pas insérer, comme on le demandait depuis, une langue nationale au niveau de l'enseignement? Là, vous posez un autre problème. Insérer une autre langue, c'est... Si on reste dans la ligne de ce que j'ai dit jusque-là, la langue est l'un des éléments de la culture. Sinon, l'élément principal de la culture. Donc, enseigner une culture, c'est en même temps enseigner sa langue. Mais vous dites qu'il faut maintenant surseoir à cette pluralité de langues et en choisir une. Et je dis que c'est un autre problème, parce que là, c'est une volonté politique du gouvernement inscrite dans un objectif défini. Ce que je veux savoir, est-ce que ça peut aider à valoriser la culture? Commencez par dire que la langue de chaque culture soit apprise par les gens de cette culture-là d'abord. Commencez par dire cela. Parce que la tradition se véhicule à travers le langage, la culture même se véhicule à travers ce langage-là. Donc que chacun fasse l'effort de mieux maîtriser sa culture en maîtrisant sa langue, en la parlant. Ensuite, si pour des raisons politiques, l'État a besoin de donner une langue comme langue nationale en plus du français, bon, libre à lui de le faire. J'aimerais connaître votre avis sur la question. Est-ce qu'il faut une seule langue? Si on doit exiger ou bien amener tout le peuple béninois à parler une seule langue, pourquoi pas là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que ce serait l'idéal? Aujourd'hui, voilà. Si comme premier geste que le gouvernement pose, c'est de choisir une seule langue, il y aura beaucoup de difficultés. Mais commençons peut-être, cette question a été déjà agitée plusieurs fois. Commençons par 12 langues des 12 départements, ou bien commençons par 6 langues des anciens départements, et progressivement, peut-être ce serait plus quelque chose de notre temps, et peut-être d'ici 100 ans, 200 ans, on pourra aller à une langue nationale. Mais toujours est-il qu'il faut une volonté au départ, et il faut que tous s'arc-boutent autour de cette question pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est à ce prix que notre culture peut être sauvée. Sinon, nous allons vers la perdition et la dissolution. Nous allons vers la perdition et la dissolution. Mesdames et messieurs,
Ainsi prend fin Univers Sciences de ce jeudi. On a reçu un docteur, le docteur qui nous a parlé de la culture, de comment est-ce qu'on peut valoriser la culture, le docteur Marie-Eloge Akodjete. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Rizikat Alekoudo. À la mise en onde, c'était Vigan Joseph. Tembiti Noukoué, moi-même Elvis Yankadja. On vous remercie de nous avoir suivis. Très belle suite de soirée à vous. Au revoir. Chaque fois, toutes les fois.